Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Depuis ses débuts, le fooding est un pied de nez de la jeune génération à une cuisine parfois institutionnalisée. Une sélection d'adresses hors des sentiers battus qui a créé une nouvelle strate dans le millefeuille de la gastronomie française. Au-delà du guide incontournable, des événements flamboyants et de la communication drôle et décalée, cet épisode est une invitation à découvrir l'envers du décor. Christine Doublet et Elisabeth Debourse, respectivement directrice générale adjointe et rédactrice en chef, occupent une place centrale dans cette équipe qui fourmille d'idées et de créativité. Mais comment durer dans le temps et continuer à insuffler cet esprit impertinent et décalé ? Quel rôle jouent les médias dans la mise en avant des femmes de la gastronomie ? À travers leur parcours et leur expérience, ces deux têtes pensantes nous apportent des éléments de réponse et confirment que si le fooding a un passé glorieux, il a entre leurs mains un avenir brillant. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici les portraits de Christine Doublet et Elisabeth Debourse dans Girls in Food. Bonjour Christine Doublet, bonjour Elisabeth Debourse. Hello, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle s'il vous plaît ? Tu veux commencer ? Non. C'est Elisabeth qui se lance. Du coup, je m'appelle Elisabeth Debourse et je suis la rédactrice en chef du fooding. Ok, Christine. Bonjour, donc moi je suis Christine Doublet et je suis la directrice générale adjointe du fooding. Si on revient en arrière dans votre enfance, est-ce que vous pouvez nous parler de la place qu'occupait la cuisine dans votre famille ? Donc moi j'ai grandi aux États-Unis, principalement, enfin mes parents étaient divorcés mais mes deux parents cuisinaient beaucoup, c'est quelque chose... En fait ça a toujours eu une place assez centrale dans notre famille et ce qui est assez rigolo c'est qu'en fait mes parents se sont rencontrés, ils étaient tous les deux critiques gastronomiques au journal de Stanford en Californie où ils se sont rencontrés. Ah, c'est vrai. Donc ça a toujours été voilà, ça a toujours été un sujet dans la famille. C'est cute comme histoire, oui. Je savais pas. Elisabeth. Et moi, j'ai grandi avec ma maman et mon petit frère. Et ma maman détestait, elle déteste toujours cuisiner. Puis elle avait vraiment pas beaucoup le temps, mère célibataire. Elle avait pas le temps, elle aimait pas ça. En revanche, mes grands-parents, du côté de maman, toujours, sont italiens. Et donc, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai qu'on se retrouve toujours beaucoup autour de la table. Une table, ma foi, assez patriarcale, hein, où c'est le grand-père qui préside et c'est la grand-mère qui est au fourneau. Les choses changent un petit peu maintenant, mais donc, ouais, la table, c'est un truc qui était pareil, assez central dans la famille, même si la cuisine en tant que telle ne l'était pas forcément. Okay. Et est-ce qu'il y a un plat du dimanche ou un plat de fête qui vous reste en mémoire de cette époque ? Nous, c'était typiquement à chaque repas de famille l'énorme lasagne. Puis en fait aussi, la cuisine italienne, c'est pas un seul plat du dimanche, c'est une série de plats, mais je me rappelle avoir toujours cette lasagne sur laquelle je me ruais. J'en mangeais des quantités phénoménales et après pour la viande, j'avais plus du tout envie de manger à ce moment-là. Christine. Moi je pense le plat du dimanche c'est... Alors ma mère est américaine mais c'est la blanquette de veau de ma mère. Donc ma mère cuisine beaucoup de plats français. Et il y a un twist américain ou Non, elle fait vraiment la blanquette de veau super traditionnelle qui prend très très longtemps à faire dans la même vieille cocotte qu'elle a depuis 30 ans. Avant d'arriver à vos parcours respectifs, j'aimerais bien en savoir plus sur comment est née votre vocation et plus particulièrement savoir s'il y a un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez petite.
Alors moi, quand Les Experts, la série est sortie, j'étais sûre je voulais devenir criminologue. C'est très vite ça, passé. je ne l'ai jamais eu comme réponse encore. C'est vrai, mais voilà. Peut-être, oui, pour ça qu'on dissèque l'assiette. Non. Et ensuite, après, vraiment très jeune aussi, j'ai voulu devenir journaliste. Donc c'était une vocation assez limpide, ou écrivain. Je disais toujours, je serai journaliste et quand je serai vieille, parce que je me rendais compte que c'était pas un métier qui faisait gagner beaucoup d'argent, je serai écrivain. Peut-être que je devrais pas attendre d'être trop vieille pour faire ça. Mais oui, donc journalisme, c'était une vocation. Ok. Et Christine? Alors, moi, c'est un peu bête, mais je rêvais d'être responsable d'un grand magazine. Et quand j'étais au collège, on avait lancé la petite newsletter mensuelle de l'école qu'on maquettait une fois par mois sur des thématiques comme Halloween. Donc vous êtes dans le business depuis très longtemps. Voilà. Depuis l'adolescence, quoi. Depuis mes 12 ans. On est trop devenues les femmes qu'on voulait être. Mais exactement. C'est trop classe. Et quel a été votre tout premier job, Christine? Alors, on va continuer donc moi j'étais assistante dans une école de cuisine. C'était mon job d'été pendant tout le lycée. Donc j'ai fait mon lycée en France et je rentrais aux États-Unis et il y avait une école de cuisine pour enfants et adultes où j'assistais les profs tout l'été. Ok. Et comment vous êtes arrivée dans ce... Alors en fait, je voulais prendre des cours de cuisine et en fait quand ma mère y allait, on s'est rendu compte qu'il y avait soit des cours pour enfants, soit des cours pour adultes. Et comme j'avais 15 ans, c'était... Enfin, voilà. Et donc, en fait, il m'avait proposé d'être assistante prof et j'avais fait 2 journées d'entraînement et après, je faisais ça tous les étés en rentrant. Ouais, génial. Ça, c'est cool comme job étudiant. Oui, c'était assez chouette. Et moi, en plus, on en a parlé il y a 2 jours, mon tout premier job étudiant, à 15 ans, pareil, j'ai bossé au Quick, un mois d'été, voilà. Une autre forme de restauration. Exact, j'ai pu expérimenter la difficulté de ce métier-là et de la restauration rapide aussi. Et c'était super intéressant aussi de voir l'envers du décor. Et est-ce que tu manges toujours maintenant? Tu oses y retourner ou enfin dans les... Je mange pas beaucoup de fast-food, mais par contre, je ne méprise pas du tout la bouffe de fast-food ni les personnes qui en consomment. J'aimerais bien qu'on parle un peu du fooding, puisque vous êtes, c'est le point commun qui nous réunit aujourd'hui. Comment est-ce que vous le présenteriez à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout? Christine. Du coup, le fooding, à la base, c'est un guide de restaurant, bien sûr. Mais en plus du guide de restaurant, on est un site, une application et une agence d'événementiel et de conseils. Et puis... Ça, c'est la petite... Ouais, la petite catchline. Voilà. Et puis, de plus en plus, on est aussi un magazine, donc un média vraiment à part entière, à 360 degrés. Alors, Christine, on va revenir plus particulièrement sur votre parcours. Parce que de ce que j'ai lu, vous avez donc toujours, et depuis l'âge de 15 ans, travaillé dans la gastronomie, même si c'est sous des formes très différentes. À quel moment vous avez voulu en faire votre métier? En fait, c'est rigolo parce que là, je disais que j'avais travaillé dans une école de cuisine, mais en fait, à ce moment-là, j'y réfléchissais pas encore. J'ai fait des études de droit et de commerce. Et en fait, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu poursuivi au long de mes études. Donc après assistant prof, j'ai travaillé j'étais traductrice pour un magazine de cuisine et de vin. J'ai travaillé en recherche sur pas mal de livres de cuisine. Et en fait, quand j'étais en fac de droit, j'ai failli tout arrêter pour me lancer dans une formation hôtelière, chose que je n'ai finalement pas faite. Et c'est quand j'ai cherché vraiment mon premier travail, quand j'étais en école de commerce, que j'ai recontacté un chef avec qui j'avais été en contact quand j'avais 18 ans et que j'avais envie de tout plaquer pour faire de la cuisine. Et finalement, j'ai eu mon premier vrai job là-bas et après ça m'a semblé extrêmement naturel et je me suis demandé pourquoi j'avais pas fait ça dès le début, mais donc en fait c'est quelque chose que j'ai toujours fait sans forcément sans que ce soit me rendre compte que c'était
vers ça que ça allait. Oui, voilà. Et toi, Elisabeth, pardon, donc tu es journaliste depuis une dizaine d'années. Tu as pris tout de suite une orientation plutôt société, de ce que j'ai compris, et avec une spécialisation food qui arrivait à quel moment ? Qui est arrivé, je dirais, il y a 4-5 ans. Ok. Voilà. En fait, moi, j'ai d'abord commencé dans le journalisme culturel. J'étais passionnée de musique. J'ai d'ailleurs travaillé pour une salle de concert. Ça, c'était mon premier job d'adulte. Mmh. Et ensuite, je me suis dirigée vers les débats de société parce que le côté, c'est assez drôle, c'est aussi un parallèle avec la bouffe, le côté chronique, musical, je le trouvais ennuyeux, très répétitif, etc. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir analyser la musique sous le prisme des débats de société. Donc par exemple la place des femmes dans le secteur musical. Et donc j'ai évolué dans le journalisme de société. Et puis en fait, moi je viens pas du tout d'un milieu où on allait au restaurant. Et donc le journalisme m'a servi à découvrir un monde inconnu. Et quand on est journaliste, on a ce privilège de pouvoir entrer dans des endroits dans lesquels peu de gens peuvent entrer, de pouvoir poser des questions, toutes les questions qu'on veut. Et donc j'ai vraiment pu entrer dans ce monde-là. Et puis de la même manière que je l'avais déjà fait précédemment, je me suis rendu compte que la food, la gastronomie était aussi une porte d'entrée pour parler de tout un tas de choses qui intéressent les gens, même les gens qui disent ne pas aimer manger ou ne pas être intéressés par la nourriture ou qui ne vont pas au restaurant même tout court. Ouais. Et Christine, si on revient un petit peu sur votre expérience, le chef dont vous parliez, je suppose que c'est Daniel Boulu. Oui. Donc qui est un chef très connu, qui est français, mais installé aux États-Unis depuis très très longtemps. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre collaboration avec lui et puisque vous en avez tiré comme enseignement ? Oui. Du coup, moi je suis arrivée chez Daniel Boulu, je travaillais dans son département éditorial, mais on était juste deux. Mais parce comme vous l'avez dit, il est même s'il est pas très connu en France puisqu'il est parti très jeune, aux États-Unis c'est vraiment une grande star. Donc il fait beaucoup de livres, il a des tribunes mensuelles dans pas mal de magazines, beaucoup de télé. Donc nous on s'occupait de tous les contenus qui sortaient de chez Daniel Boulu. Mais ce qui était assez chouette, c'est que j'ai eu la chance, mon bureau était installé dans le sous-sol de son restaurant gastronomique. Donc en fait c'était aussi, j'ai passé un peu plus d'1 an là-bas, mais où j'ai vraiment vu comment fonctionnait un restaurant de la mise en place du matin à 7h du matin jusqu'au service du soir. En plus de toute la partie éditoriale qui a été très formateur. Je crois qu'il y a presque 200 personnes qui travaillent dans son restaurant gastro. Donc c'était vraiment hyper intéressant de un peu se plonger dans le monde de la restauration. J'ai l'impression que aux États-Unis, il y a plus de chefs qui sont organisés comme ça, comme une véritable quelque part entreprise. En France, il y en a quelques-uns, bien sûr, on pense à Alain Ducasse, mais ça reste un modèle qui est assez peu répandu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Comment ça se fait ? Après, ça existe un tout petit peu ici, mais la télé, les chefs à la télé, ça a commencé quand même un peu plus tôt aux États-Unis, notamment avec Julia Child, Jacques Pépin. Donc c'est quelque chose que même dans les années 80, en fait, regarder les chefs à la télé, c'était assez commun. Donc Daniel Boulu, il est passé pas mal à la télé, ce qui lui a permis de créer une marque qui fait que, en fait, son nom est reconnaissable, qui permet d'ouvrir plus de restaurants. Après, dans le cas de Daniel, il est très très impliqué sur toutes les opérations de tous ces restaurants et passe... il y avait 8 restaurants à New York et il passait dans tous les restaurants au moins une fois par jour. Donc c'était... Ah oui, ok. Daniel Boulu est une entreprise à lui tout seul, mais c'est vrai qu'en France, il y a très peu de... Ducasse, et encore, parce que... Mais c'est juste un modèle très différent. Okay. En tout cas, c'est un chef qui continue à être en cuisine, malgré le fait qu'il opère il a développé le côté business, mais... Voilà. Ouais. Non, et c'est aussi les États-Unis, c'est beaucoup plus grand. Donc, en fait... un État aux États-Unis, c'est la taille de la France, donc aussi il a des... Ça maximise les possibilités, voilà. Ouais, bien sûr. Et donc après cette expérience, vous êtes revenu en France ?
Non, après cette expérience, il me restait encore une année d'école de commerce. D'accord. Que j'ai fait à l'étranger. Et en fait, je devais retourner à New York travailler pour Daniel. Mais en fait, j'avais assez... Enfin, moi, j'ai fait mon lycée en France. Ma famille habite entre la France et l'Angleterre. Donc, tous mes amis étaient ici. Donc, j'avais aussi envie un peu de rentrer en France. Donc, j'ai commencé à chercher. Et le fooding s'est présenté à vous? Oui, alors en fait, moi, je voulais absolument travailler dans le print. Donc, en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour postuler, en fait, j'ai exclusivement postulé dans des entreprises qui faisaient encore du print. Donc, le fooding, c'était vraiment mon choix numéro 1. Personne m'a répondu pendant plusieurs mois. Mais en fait, c'est pour ça que j'avais envie de venir au fooding, en fait. C'était le print. Puis t'arrives en stage ici. Oui, j'ai commencé en com au fooding, en fait. Donc, j'ai fait 1 mois de stage à la com. Et après, j'ai eu beaucoup de chance parce que la responsable éditoriale a démissionné au bout de mon premier mois au fooding. Donc, j'ai pu prendre cette place finalement. Ok. Et maintenant, vous êtes DGA. Voilà. Beau parcours. Elisabeth, on va revenir sur ton parcours. Toi, tu as travaillé pour plusieurs médias belges et français au cours de ta carrière, avant d'arriver au fooding. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as choisi les collaborations, comment ça s'est fait, parce que c'est des médias vraiment assez variés. Bah, j'ai toujours donc été journaliste indépendante, journaliste freelance. Ça veut dire que j'étais pas salariée d'une rédaction. C'est quelque chose qui était très effrayant quand j'étais une jeune arrivante sur le marché de l'emploi, etc. Et puis en fait qui est devenu un espace d'épanouissement, à mon avis pour moi beaucoup plus fort, et de la crainte de ne pas vivre une vie stable, en tout cas économiquement, c'est devenu je sais pas, une force quoi. C'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai que souvent le statut de pigiste est peu envié c'est perçu comme voilà effectivement un côté très instable professionnellement et voilà avec un avenir parfois incertain, mais c'est intéressant de voir que toi au contraire c'était ça c'était une manière de vivre qui te correspondait. Oui, mais c'est extrêmement précaire. Par contre, ça, je ne le nie pas. D'un point de vue économique, c'est vraiment très compliqué. J'avais la chance, et j'ai toujours la chance d'être une jeune adulte, sans famille à devoir supporter, accompagner, sans enfants. J'ai toujours vécu de manière très indépendante, donc j'ai pas forcément reçu l'aide de mes parents, mais en tout cas j'avais la chance de ne pas avoir de charge familiale non plus. Mais c'est clair que ça pose tout un tas de questions pour l'avenir. Ça posait tout un tas de questions pour l'avenir aussi. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu choisissais justement les médias avec lesquels tu as travaillé? Bon, bien sûr, je suppose que il y a toute une variété, mais est-ce qu'il y a des collaborations plus emblématiques dont tu aurais envie de parler aujourd'hui? Au début, on prend ce qui vient aussi. Et puis, j'avais travaillé en stage chez Vice, en France aussi, à Paris. J'avais travaillé pour d'autres magazines. Et puis là, on alimente un petit peu ses contacts, on poursuit les collaborations. Mais j'avoue qu'à un certain moment de mon parcours professionnel, il y avait aussi des rédactions avec qui j'avais plus envie de travailler. Parce que soit on n'était pas considéré, soit c'était trop mal payé... ou bien la visibilité qu'on nous offre comme un salaire n'était pas suffisante, ou en tout cas n'apportait pas assez de retour. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai jamais tout misé sur les médias avec lesquels je collaborais. Finalement, j'étais aussi comme ma petite entreprise, on en parlait tout à l'heure, comme un chef. En fait, je suis ma petite entreprise, j'étais ma petite marque. Alors, j'avais pas envie de me vendre à tout bout de champ et partout, mais ça m'a donné l'opportunité de développer mes propres projets, de vendre des podcasts, de m'insérer un petit peu dans ce milieu-là aussi, de créer une newsletter. Mordant. Voilà, mordant, feu mordant. Ouais.
mais que j'aimais beaucoup. Ouais, mais qui vit aussi finalement à travers le fooding. Ouais. Je pense qu'au fooding, les gens la lisaient aussi. Et puis maintenant, voilà, on a aussi une super newsletter avec des éditos chaque semaine, du super contenu. Donc, Mordant me manque pas tellement, du coup. Donc Christine, ça fait maintenant 6 ans à peu près que vous êtes au fooding. Si on retrace un peu ces 6 années en faisant le parallèle entre votre parcours au sein de l'entreprise, mais aussi voilà, tout ce qui s'est passé pour le fooding dans l'intervalle, est-ce que voilà, vous pouvez nous débriefer de des grandes étapes, comment vous l'avez vu évoluer en fait ces 6 dernières années? Donc moi, j'ai commencé au fooding, c'est marrant parce que l'année dernière, on a fêté nos 20 ans. Moi, j'ai commencé l'année des 15 ans du fooding. Et à l'époque, responsable éditorial, on faisait vraiment juste le guide. Et les contenus qui découlaient du guide sur le site. Après, dans le guide, il y avait quand même une thématique tous les ans avec du contenu magazine, mais qui n'était pas du tout exploité sur le site. Et en fait, donc... La première grande évolution, c'est qu'on a commencé à créer de plus en plus de contenu sur le site en dehors des contenus guides, ce que j'appelle les chroniques de restaurants et de chambres. Donc ça a beaucoup évolué. Ensuite, on a lancé petit à petit des nouvelles catégories. Donc d'abord les bars il y a 5 ans, je crois. Et là, cette année, on lance les commerces et les caves. Okay. Donc ça c'est une évolution qui s'est fait petit à petit. Et ensuite, l'autre grande évolution, c'est les contenus à la fois en propre, donc pour nous, et aussi beaucoup de contenu pour les marques. Après, on essaye, nous, toujours de faire des contenus qui ont du sens. Donc, la manière dont on travaille avec les marques, ça va dans les deux sens. Parfois, des marques viennent nous voir et parfois, nous, on a des idées de contenu qu'on a envie de produire et on essaye de trouver quelqu'un avec qui ça a le plus de sens pour le faire. Donc, ça nous a permis de faire plusieurs années de suite des mini-guides pour la Suisse, pour la Belgique, des carnets de recettes, des guides anti-fooding. Donc, tout un tas de choses hyper chouettes et hyper intéressantes. Et on est parti à l'international. On a fait pas mal de guides avec Voyageurs du Monde pendant 4 ans. On a lancé un palmarès qui est en pause à cause du Covid, mais à l'international avec Mastercard. En fait, le fooding qui existait à l'époque en France et à New York s'est recentré sur la France pour pouvoir plus se développer. Donc en fait, on n'arrête pas de diversifier nos activités de plus en plus, que ce soit dans les contenus, dans les partenariats, dans les événements qu'on fait. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je suis là depuis 7 ans. C'est que en fait, il y a toujours des nouveaux projets hyper intéressants. Cette année, je crois que j'ai le droit de dire tout ça maintenant, mais du coup, cette année, on lance notre premier pop-up shop à l'occasion de la sortie du guide. Donc, c'est quelque chose dont on parle depuis 1 an déjà, mais il fallait trouver le bon moyen de le faire. Donc, en fait, c'est tout un tas de projets qui font que ça reste hyper stimulant tous les ans parce que on fait des nouvelles choses, on apprend des nouveaux métiers, tout en gardant ce pilier central qui est le guide fooding papier auquel nous on tient beaucoup et que je pense il est important de défendre. C'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que il y a un truc qui est génial au fooding, c'est qu'on se dit jamais que quelque chose est impossible. Enfin, en fait, il y a jamais le côté négatif ou la charge de travail ou le poids qui vient en premier lieu quand on parle d'un projet. Donc on se dit jamais que c'est impossible et on se dit jamais que c'est trop difficile. Bon, après, c'est difficile de mettre en place certains projets, mais c'est comme ça que voilà, le lancement du guide 2022 s'est fait dans un stade de football, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est pas aussi parce qu'à un moment donné, dans une réunion, on lance pourquoi on ferait pas ça dans un stade? Et puis tout le monde embraye et tout le monde, ça fait quoi 16 personnes, enfin une grosse quinzaine de personnes au fooding, et tout le monde est derrière, quel que soit le pôle, et enthousiaste et fier aussi de ce qui se passe.
Et justement, Elisabeth, donc toi, tu es arrivée plus récemment, ça fait un peu moins d'1 an. Comment ça s'est passé ton arrivée? Par rapport à l'image que tu avais du fooding, et maintenant, quand tu vois aussi les projets d'avenir de l'intérieur, comment s'est passée cette arrivée On me demande toujours par rapport à l'image du fooding, mais en fait c'est une vision très franco-centrée. Moi je suis belge et en fait le fooding en Belgique ça n'existe pas. Ouais. Et donc, donc on a d'autres médias, on a d'autres... c'est presque comme si... Enfin je fais partie d'une autre culture, d'un autre pays. Donc si c'est un nom que je connaissais, c'est un... Non, je sais que je savais que c'était un nom qui avait du poids, mais comme un autre média finalement, comme je sais pas, on dirait Télérama ou Le Monde ou que sais-je. Donc je suis pas arrivée avec, et ça c'est positif, je suis pas arrivée avec le poids du passé sur mes épaules et la crainte de pas être à la hauteur. C'était juste une super opportunité, et en plus à un moment qui marquait un tournant, puisque les 2 piliers de la maison s'en allaient. Pour tout le monde, c'était un moment qui mélangeait de l'appréhension, mais aussi plein d'espoir et plein de solidarité aussi au sein de l'équipe. Donc ouais, je suis arrivée à un tournant, mais je trouve qu'on l'a bien pris, le tournant. Et justement, tu as rappelé, Elisabeth, que tu étais belge. Est-ce que donc t'étais pleinement avant dans la scène food bruxelloise et belge, est-ce que tu arrives toujours à la suivre? Voilà, ces dernières années, elle a été en pleine effervescence. Est-ce que quel regard tu portes toi sur la scène parisienne par rapport à la scène belge? Est-ce que justement tu as plus peut-être de détachement ou de... Je sais pas. Maintenant, c'est bien. En Belgique, je ne mange et je ne fais que ce que je veux. Ça n'a plus aucun lien avec le travail. Et ça, c'est assez libérateur. Par contre, au niveau de l'effervescence, malheureusement, pour l'instant, en Belgique, c'est assez compliqué. Le Covid a été un frein gigantesque, dont la scène, qui est déjà plus petite, un peu plus lente, a du mal à se relever. On a les mêmes problèmes qu'en France. On a davantage de charges salariales. Mais on a les mêmes problèmes qu'en France par rapport au staff manquant. Donc non, pour l'instant, elle a un peu du mal à se relever. Il y a très peu d'ouverture, il y a très peu de choses excitantes qui se passent. Ce qui ouvre, finalement, c'est un peu des copies conformes de ce qu'on pourrait voir à Paris. Parce que ça fonctionne et que c'est rentable. C'est rassurant. C'est rassurant. Et donc pour moi, c'est un peu moins excitant. Bien sûr, mais je pense que, très honnêtement, à Paris... 2021 n'a pas été l'année de l'exaltation culinaire. Non, bien sûr. Non, mais je pensais à ces dernières années quand même où on avait l'impression qu'il se passait vraiment plein de choses. Mais c'est parce que vous écoutez du rap belge, vous dites que que l'équipe de foot est pas trop mauvaise. Mais non, on a un peu du mal à combler la distance par rapport à la France, mais aussi parce qu'on n'a pas... C'est pas qu'on n'a pas de patrimoine culinaire, mais on n'a pas le même patrimoine culinaire. Il n'est pas institutionnalisé et surtout on n'est pas très chauvin. Enfin, chauvin est un mauvais mot. On n'est pas très fiers en fait, nous les Belges en général d'être belges. On nous dit souvent qu'on est rigolo et que machin et tout le monde adore les frites. Mais et donc parfois on se sent un peu les petits frères et petites sœurs et du coup on évolue dans l'ombre et donc voilà. Ok. Christine, même question pour le côté américain. Est-ce que... on a l'impression que la scène américaine est pour le coup complètement différente de la scène française culinaire. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce que vous qui avez vécu dans les 2 pays, et ça c'est important aussi, qui avez travaillé dans les 2 pays, comment vous voyez les choses? Moi, j'ai grandi à Los Angeles. Qui pour le coup est une ville extrêmement étendue, donc c'est difficilement comparable avec Paris, mais c'est une ville extrêmement diverse et extrêmement riche dans l'offre culinaire. Il y a énormément de communautés qui sont plus étrangères, qui sont américains, mais il y a une diversité
on peut manger les meilleurs dim sum, des dim sum comme si on était à Hong Kong. On peut manger des tacos comme si on était au Mexique. Des dosa comme en Inde. Ouais, du pastrami comme meilleur qu'à New York. En plus du fait que c'est l'État avec le plus de richesse en termes de pêche, agriculture, etc. Donc, j'habite quand même dans un endroit qui est exceptionnellement gâté à ce niveau-là. Après, la crise du Covid a été très, 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 très rude aux États-Unis parce que pour le coup, il n'y a pas d'aide. Ouais. Donc, je dis pas que ça n'a pas été dur en France parce que ça l'a été, mais tous les salariés qui en France touchaient le chômage aux États-Unis ont été sur le carreau. Voilà, sur le carreau. Donc c'est un peu pareil que ce que Elisabeth racontait pour la Belgique, et ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est qu'il y a moins d'ouverture, peu d'ouverture. En plus, comme je le disais, les États-Unis, c'est 50 États qui n'ont pas tous géré le Covid de la même manière, qui sont pas tous sur les mêmes calendriers d'ouverture, de fermeture, de climat, qui font que c'est plus ou moins facile de dîner ou de manger dehors. Après, les États-Unis n'ont pas le patrimoine, le poids de l'héritage sur les épaules, donc ça fait aussi que... Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles moi, j'aime bien manger partout, c'est que quand t'as pas l'héritage sur le dos, t'es beaucoup plus ouvert à plein de choses, et je pense que mine de rien, en France, comme on a ce patrimoine gastronomique tellement impressionnant, institutionnalisé, fort, que tout le monde dans le monde connaît, c'est plus compliqué, disons... d'innover ou de casser les codes. Ouais. Ok, écoutez, merci pour ces précisions et puis cette double vision qui est toujours intéressante pour aussi sortir des clichés. Est-ce que si on fait un petit peu le bilan de vos parcours professionnels respectifs, vous avez l'impression que le fait d'être des femmes, ça a changé quelque chose ? Est-ce que vos parcours auraient été différents si vous aviez été des hommes ? Ou est-ce que pour vous ça n'a eu aucune incidence, vous n'avez jamais ressenti de poids par rapport à ça ? On en a parlé en plus avant, et on a deux histoires ou visions différentes. Je sais pas si tu veux commencer. C'est intéressant. Christine, peut-être ? En fait, c'est marrant parce que du coup, on en parlait, oui, effectivement, avant. Je n'ai pas la sensation d'avoir personnellement été impactée dans mon évolution professionnelle du fait que je sois une femme. Après, j'ai eu énormément de chance. Donc, mon premier job chez Daniel Boulu, ma boss, c'était une femme qui avait commencé quand elle avait 17 ans, qui était là depuis 10 ans, donc qui était vraiment... j'avais un mentor assez fort et qui m'a vraiment... Et qui, pour le coup, elle avait commencé en cuisine avec 300 mecs sur le grill. À manager. Donc, je n'ai pas l'impression que ça m'a impacté, mais c'est difficile aussi on a tendance à rationaliser en se disant que ça n'a pas impacté, mais c'est sans doute faux en fait. Ça veut pas dire que t'as pas vécu des épisodes de sexisme. Ah oui, non, ça, ça arrive partout, donc... mais c'est pas des choses qui... c'est des choses qui existent dans tous les milieux et beaucoup dans le milieu de la cuisine. Mais après, ça n'a pas impacté mon parcours professionnel. Et c'est marrant finalement que tu parles de mentorat, parce que ça on n'avait pas parlé, et moi je réalise que j'ai pas eu de femme mentor, modèle, que j'ai en tête 2 journalistes gastronomiques que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, qui ont toujours été très gentils, qui m'ont toujours beaucoup aidée et qui sont des hommes. En revanche, oui, dans la vie professionnelle, à l'inverse, on m'a parfois donné des opportunités, clairement parce que j'étais une femme et qu'on s'imaginait que j'allais être plus malléable. Du coup, on allait me placer comme un pion quelque part. Et on se disait aussi avec Christine que par contre, certainement qu'on conteste plus facilement notre autorité parce qu'on est des femmes. Et de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans la gastronomie aujourd'hui ? Bon, elle a bien évolué au fil des ans, mais
Est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, il y a une accélération ou pas et quel rôle vous estimez pouvoir ou devoir jouer par rapport à ça? Donc pareil, on en a parlé tout à l'heure, mais Christine. en fait, c'est pas marrant, mais comme nous, on est quand même dans notre prisme au fooding où on a envie, autant Elisabeth et moi que tout le bureau, donc que ce soit le département événementiel ou le département éditorial, de mettre en avant tous les talents de la gastronomie, y compris les femmes, et on a envie de rendre visible toute la diversité culinaire. Donc, de notre côté, on a l'impression que ça évolue, qu'il y a plus de femmes qui sont mises en avant, qu'il y a plus de femmes dans la gastronomie aujourd'hui qui réussissent sans forcément suivre les parcours traditionnels. Et après, on va voir, sans citer quoi que ce soit, mais un magazine ou une remise des prix ou un compte Instagram ou peu importe, avec que des mecs. Nous, ça nous choque en fait. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible en fait de sortir encore aujourd'hui un magazine avec 50 mecs à l'intérieur et une femme, et sans se poser la question. Donc, nous, quand on se parle, et comme on en parlera peut-être après, mais comme on a lancé plusieurs rubriques, chef de bande, queer kitchen, etc., on a l'impression que ça évolue vachement, et c'est ce qu'on a envie de faire, en tout cas au fooding. Et après, on regarde juste à côté et on voit, ok, il y a quand même pas mal de chemin à faire encore. En tout cas, on est persuadés que des femmes, il y en a, et il y en a à la pelle. Ouais, on est d'accord. Après, est-ce que ça évolue? Je sais pas, mais de la même manière que nous, on évolue sur notre chemin, je pense que les femmes dans le milieu de la food, elles prennent aussi, elles tracent leur propre route, quoi, parce que je pense qu'elles s'attendent à rien de personne. Donc elles prennent leur petit baluchon et elles vont ouvrir des restos, ou elles sont chefs volantes, ou elles créent leur entreprise de catering, de traiteur. Donc, en fait, elles sont là, elles ont peut-être juste même plus envie de faire partie de la gastronomie Oui, c'est vrai. telle qu'elle existait. C'est vrai. Puis le milieu classique est tellement difficile pour elles que, effectivement, beaucoup ont le choix de faire complètement différemment. J'aimerais bien qu'on parle justement de chef de bande. Christine nous en avait un petit peu parlé. Est-ce qu'on peut revenir sur cette rubrique? Oui, donc... Comment elle est née en fait, et puis après peut-être... Chef de bande, c'est une rubrique qu'on avait lancée en 2018. Et en fait, l'idée avec chef de bande, et ce qui est vraiment important pour nous, c'est que la représentation et la visibilité, c'est hyper important pour non seulement montrer ce qui se passe en ce moment, mais aussi inspirer les futures générations et montrer que c'est possible. Donc, ça fait 4 ans, 18, 19, 20, 21, 4 ans. Et cette année, ça a toujours été des portraits de femmes, qu'elles soient sommelières, primeurs, chefs, donc vraiment tout le monde de la gastronomie. Et cette année, comme c'est la 4e année, chef de bande a un peu évolué. Donc ça a été porté la première année par Iris Bray et ensuite par Nora Boazzoni, donc 2 journalistes qui font plein d'autres choses aussi. Et cette année, Nora mène des entretiens croisés entre 2 femmes. Et en fait, on aime trop cette nouvelle mouture parce que elle est super intéressante. Souvent, elles font partie... soit elles ont des projets ensemble, ou alors elles ont le même métier. Parfois, pas du tout. Mais leurs regards croisés sont hyper intéressants. Et puis, en fait, je trouve qu'ils dénotent aussi d'une certaine solidarité, sororité. Ça se voit que quand elles se parlent, même si elles se connaissaient pas, elles se comprennent, elles vivent les mêmes choses et elles travaillent dans le même but en fait. Et voilà, puis 2 fois plus de meufs quoi. Et c'est marrant que tu dis ça parce que Iris Bray, la première année, donc elle avait écrit un papier. Donc Iris Bray, elle travaille beaucoup sur les questions de représentation des femmes, mais dans les séries, à la télé et au cinéma.
Et donc, c'est elle qui avait fait tout un papier dans le print, en plus des interviews pour le site. Et un des sujets qui avait été relevé par beaucoup de femmes qu'elle avait interviewées, et notamment des chefs étrangères comme Alice Key et Anna Trattles, qui sont toutes les deux d'origine anglaise, était que il n'y avait pas encore cette sororité et que à l'étranger c'était très commun et qu'en France ça commençait à peine. Mais donc c'est assez réjouissant de regarder 4 ans en arrière et que ça c'était un peu la vision, le constat. Et aujourd'hui, on voit que chef de vente, c'est maintenant un groupe de 40, 50, 60 femmes et que du coup les choses évoluent quand même, ce qui revient à votre question d'avant, donc les choses évoluent quand même positivement. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des femmes qui nous écoutent et qui seraient inspirées par vos parcours? Est-ce que il y a un conseil qu'on a pu vous donner qui vous a été utile, ou au contraire peut-être un conseil qui fait le bilan un peu de votre propre expérience? On m'a pas donné beaucoup de conseils, moi. Mais je dirais que c'est de lancer ses propres projets, de ne pas attendre un jour d'être prête, parce qu'on n'est jamais prête, ne pas attendre d'avoir de l'expérience, parce qu'on estime qu'on en a jamais assez, on s'estime jamais assez légitime, et de bien s'entourer, parce que si j'ai pas reçu beaucoup de conseils, j'ai reçu beaucoup de soutien de mes amis et de mes collègues qui sont aussi des amis journalistes, et que ça c'est le truc le plus puissant. Oui, se lancer sans hésiter. Ok, même conseil. Dernière question, avant de passer au questionnaire Girls in Food. Quelles sont les femmes qui vous inspirent? Christine Doublet. Elisabeth de Bors. Voilà. Avant de conclure cette interview, on va passer en revue un certain nombre de questions pour mieux vous connaître. Ok. Quel est votre dernier coup de cœur food, Elisabeth? Vite fait, moi j'ai la chance de pouvoir encore découvrir plein de choses à Paris, et donc il y a 2 semaines j'étais à la Vierge et j'ai trop kiffé. J'ai mangé de la cervelle, j'ai mangé des riz de veau, et c'est tout ce que j'aime. Donc la Vierge dans le 20e à Paris. Christine? Et moi, je pense que c'était la brioche chaude de l'auberge de la Roche dans le Mercantour, parce que j'ai beaucoup voyagé pour le guide en septembre-octobre, et j'ai fait pas mal de petits déjeuners d'hôtel un peu déprimants. Donc me réveiller avec une brioche toute chaude au coin du feu, c'était quand même un gros coup de cœur. Et quel plat résumerait le mieux votre enfance? Les arancini de ma grand-mère. Les quesadillas au fromage. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié, Elisabeth? Moi, c'est un plat à l'air du temps, donc le restaurant de Sangoen de Gimbre en Belgique. C'est le premier vraiment gros resto gastro que j'ai fait. Il avait un plat qui s'appelait... Je tombe plus dessus, mais en gros, c'était un plat à base de thon, et où l'assiette, avec un bouillon, un jus limpide, une fois qu'on mettait un autre jus acide, se transformait en espèce de mer rouge. Et donc c'était pas un plat au thon en fait, parce que justement il n'y avait pas de thon dedans, mais c'était un plat qui conscientisait un petit peu au ravage de la surpêche, notamment du thon rouge. Christine? Moi, c'est les pâtes aux courgettes d'un restaurant qui s'appelle Da Tommaso à Nerano. C'est sur la côte amalfitaine. Et c'est des pâtes qui, en dehors d'Italie, on appelle les pâtes à la Nerano, parce que ça vient vraiment de cet endroit. Elles sont délicieuses et ça fait des années que j'essaye de les recréer et c'est totalement impossible. Donc c'est des pâtes qui sont compliquées à trouver à Paris, je suppose. Impossible. Ils existent juste dans... Tous les restaurants de cette même baie font les mêmes pâtes. Les meilleurs, c'est chez Da Tommaso. Et on les trouve nulle part ailleurs. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez?
L'andouillette. Ah, moi aussi, j'ai mis l'andouillette. Il y a vraiment peu de choses que j'aime pas manger, Ouais, pareil. mais ça me dégoûte. Quel cri du cœur. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? La sauce soja. Moi, j'ai toujours des pâtes. Ouais, des pâtes aussi, je crois. Quelle est votre recette fétiche que vous faites tout le temps à la maison? Moi, Elisabeth. j'ai la 7e merveille du monde à la maison qui est un rice cooker. Et donc vraiment mon plat de... Mais c'est même pas de flemme, c'est mon plat juste de kiff, de flemme de tous les jours. C'est un bol de riz avec ce qu'il y a au frigo ou même juste un trait de sauce soja et ça me fait kiffer. Moi, c'est ma salade de beans. J'ai tout le temps des gros pots d'haricots blancs chez moi que je ramène d'Espagne, enfin de la frontière espagnole, pour être plus exact. Et c'est le plat qui se prépare en 3 minutes parce que t'ouvres le pot d'haricots et ça peut être juste huile d'olive, zeste de citron ou alors avec plus d'ingrédients quand j'ai un peu plus de temps. Christine m'a fait un bocal de beans, de haricots blancs. Tu confirmes donc? Oui, et que je garde pour vraiment une occasion en plus particulière parce que je me dis, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et quand vous êtes en cuisine, donc pour faire ces beans ou du riz au rice cooker, qu'est-ce que vous écoutez? Quelle est la bande-son de votre cuisine? Alors, soit ma playlist Fête dangereuse, que vous pouvez trouver sur Spotify. Mais voilà, J'aime beaucoup le nom. Ça risque de glisser, quoi, après. Ou alors des podcasts. Alors, c'est marrant, si je suis en cuisine seule, j'aime bien cuisiner en silence parce que je trouve ça assez thérapeutique, juste préparer mes petits plats. Et sinon, avec du monde... toutes les playlists du fooding. Ouais. Celle de la cave à Michel, c'est quand même ma best, je pense. Ouais, elles sont trop bien, les pièces du Oui. fooding. Quel serait le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un? Elisabeth? On se disait avec Christine qu'en fait, on a plein... En fait, c'est comme l'amour, quoi. On a plein d'amour dans sa vie. Moi, je crois pas qu'on a un seul amour. Et donc, on a des restos à des moments de notre vie. Et en fait, ça peut être... moi, je me disais, c'est autant la cantine qui est à côté de chez moi, où je vais littéralement tous les jours, que un grand resto que j'ai attendu de faire pendant longtemps. Donc, ouais, C'est trop difficile d'en choisir qu'un. C'est dur de venir avec cette question au fooding. Oui, en plus, c'est vrai. Et on a la chance de pouvoir en découvrir tout le temps, donc... Et bien justement, parlant de découverte, quel est le resto que vous rêvez de découvrir? Qui est sur votre liste et qui n'a pas encore été dégusté? Allez, moi, c'est vraiment un classique. J'ai jamais fait le Noma. Et je me dis, quand même, ça a l'air d'être quelque chose. Mais après, j'idéalise pas vraiment les restos non plus. Oui, en fait, moi, je pense j'idéalise plus des endroits. Donc là, mon rêve ultime, quand même, c'est vraiment d'aller au Japon. J'y suis jamais allée. Et puis de manger absolument partout. Dernière question de cette interview. À quelle femme souhaiteriez-vous passer le relais au micro de Girls in Food? Collectivement, je pense qu'on aimerait passer le micro aux autrices du guide 2022 qui vient de sortir. Donc Farah Karam, par exemple, ou Sandrine Gouyvart. Ok. Oui, on s'est consulté pour cette question. On passe le micro ensemble. Vois. Christine, Elisabeth, merci beaucoup. Et à très bientôt avec la sortie du guide du tout nouveau guide du fooding. Merci. Merci. Un grand merci à Christine Doublet et Elisabeth Debourse pour leur participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.